arriver et de se connecter. Donc l'idée dans ces 40 minutes, c'est que je puisse vous partager quelques clés de transformation d'entreprise, des clés que j'ai pu mettre au point au travers de mon expérience et au travers d'entreprises que j'ai également pu accompagner. Et puis ça donnera lieu, j'espère aussi, à un dialogue, peut-être à des questions de votre part sur voilà, comment ça résonne chez vous. Alors, peut-être pour démarrer, je voudrais déjà un petit peu présenter le déroulé de ce webinaire. Donc, déjà, je vais vous expliquer, je vais tenter de définir un petit peu ce qu'on entend par transformation, puisque c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Ensuite, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les organisations veulent aller vers la transformation? Quels sont les enjeux actuels? Et puis là, je vous partagerai des clés et des approches de conduite du changement que j'ai pu moi-même expérimenter. Je vous donnerai des exemples concrets d'organisations que j'ai accompagnées et puis justement mes propositions d'accompagnement. Voilà, alors pour me présenter, donc je suis Anne-Géraldine Lavielle. Je suis issue de 15 ans d'expérience dans des grandes entreprises internationales dans le domaine du marketing en tant que responsable marketing et ensuite 17 ans comme chef d'entreprise dans le domaine de la formation et du coaching professionnel. Alors, j'ai vraiment bercé dans des ambiances en fait qui sont beaucoup dans la compétition. Je connais vraiment les problématiques des grands groupes, mais aussi les problématiques des dirigeants de PME. Et je dirais que dans ce monde-là, aujourd'hui, moi, j'ai décidé à un moment donné de me former à la psychologie humanisme, à des méthodes d'accompagnement du changement et de thérapie brève. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de vous aider à renforcer la coopération, à déclencher l'intelligence collective et aussi à développer la créativité des équipes pour justement transformer les organisations et aller vers ce fameux changement de paradigme avec confiance et légèreté. Et ma singularité, eh bien, c'est de vous apporter une prise en charge plus profonde, plus humaine et plus créative, respectueuse du rythme et des besoins de chacun. Alors, quelques mots aussi sur mes clients. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez varié. Je ne suis pas du tout spécialisée dans un domaine. J'interviens aussi bien dans le secteur de l'industrie, des services ou du soin. Et voilà, j'ai maintenant 17 ans d'expérience, d'abord comme directrice associée au sein du cabinet Équipe et Développement, donc spécialisée dans le conseil en management, le coaching et le développement personnel. Et ensuite, j'ai fondé en 2014 donc, le cabinet Entre ciel et terre. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, eh bien, déjà, je me suis un peu posé la question, si on regarde finalement dans les 15 dernières années, il y a eu évidemment beaucoup d'évolutions. Et moi, quand j'ai démarré dans ce métier, on parlait de changement. Je me souviens qu'à l'époque, notamment, les changements, c'était l'arrivée du logiciel SAP. Et donc, il y avait des entreprises qui voulaient justement être accompagnées pour pouvoir mettre en place ce changement. Ensuite, il y a une dizaine d'années, on avait fait des conférences, des ateliers avec des DRH d'entreprises de la région et ils nous parlaient d'incertitude. Ils nous disaient maintenant, c'est plus tellement le changement qui nous préoccupe, c'est l'incertitude, c'est-à-dire des données internes ou externes qui peuvent du jour au lendemain changer et qui vont remettre en question notre façon de faire. Donc, ce n'était plus tant l'accompagnement du changement que la gestion de l'incertitude. Donc, on voit que là aussi, il y a eu une évolution. Alors, je vois qu'il y a une question, oui, quelle est la différence entre changement et transformation? Alors, la transformation, justement, j'y viens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Si on prend l'exemple, par exemple, dans les sciences, eh bien, dans une transformation physique ou chimique, une transformation physique, ça va être un changement d'état. On va passer, par exemple, de la glace à l'eau ou de l'eau à la glace. Dans une transformation chimique, il va y avoir une modification profonde du système, c'est-à-dire que les atomes présents dans les molécules de départ vont être redistribués et vont du coup former de nouvelles molécules. Donc on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui va toucher la structure interne. Vous voyez, avec l'image que j'ai mise, c'est l'exemple en fait c'est un exemple classique de la chrysalide qui devient chenille, puis ensuite qui devient papillon. Donc on voit bien que c'est une transformation tout à fait profonde d'état. Et puis, quand on parle aussi d'évolution, eh bien, de la même façon, l'évolution, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. Et c'est comme un processus, finalement, qu'on ne pourrait pas arrêter. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on baigne vraiment là-dedans. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières années, mais voilà, on voit que ça s'accélère, que c'est de plus en plus complexe et volatile. Et donc, les organisations, dans ces contextes-là, souhaitent maintenant aussi se transformer.
Alors, en tant que, justement, experte dans le domaine de la conduite du changement, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui est important de connaître, c'est ce qu'on appelle les changements de type 1 ou les changements de type 2. Alors, excusez-moi, c'est un peu du jargon, mais je pense que c'est important de l'expliquer. Ce qu'on entend par changement de type 1, je vais prendre un exemple en dehors du monde du travail. Ben, par exemple, vous décidez de repeindre les murs de votre maison ou vous décidez de changer de mode de chauffage. Voilà, ça, ce sera un changement de type 2. Par contre, si vous décidez de vendre votre maison, de déménager ou de faire construire une nouvelle maison, par exemple en bioclimatique ou avec des matériaux éco-sourcés, ben là, ce sera vraiment un changement de type 2. Donc, la différence, si vous voulez, dans les organisations, dans un changement de type 1, en général, ça va être amélioré, ça va être optimisé quelque chose. Souvent, en fait, ça consiste à régler des problèmes, mais on ne va pas changer les règles de base qui ne sont pas remises en cause. Donc, du coup, dans la durée, ça peut présenter des limites d'adaptation. Et souvent, d'ailleurs, on voit que quelques changements vont pouvoir vraiment être mis en place et que ça va marcher, mais que globalement, ça ne va pas modifier le fonctionnement de l'organisation. Et ces changements-là, souvent, peuvent se faire seuls. Les organisations n'ont pas besoin de faire appel à des consultants extérieurs. Alors que pour un changement de type 2, un changement qui est beaucoup plus structurel, beaucoup plus en profondeur, eh bien là, ça va s'imposer quand les changements de type 1 sont inopérants. Et souvent, c'est pour ça qu'on m'appelle d'ailleurs. Donc, ça va nécessiter une intervention extérieure et on va devoir redéfinir des règles, des habitudes. Il va y avoir vraiment besoin de remettre en question des comportements, des façons de faire. Et ça nécessite aussi de nouveaux apprentissages. Et souvent, ça se fait sous forme d'une crise d'ailleurs. Il y a un événement qui va déclencher ça. Et là, il y a besoin d'aller voir en fait très profondément ce qui se passe. Voilà, donc quand on parle de transformation, on est vraiment dans le changement de type 2. Alors, je vois qu'il y a une question aussi. N'est-il pas risqué de tout révolutionner? Comment faire adhérer les équipes à une nouvelle direction? Alors, c'est risqué de tout révolutionner. C'est ce que je vous dis. En général, c'est quand il n'y a plus le choix. Il y a une grosse crise, ça peut être une crise économique, ça peut être une crise, par exemple, on ne trouve plus de personnel, ça va être voilà, des choses où on a besoin vraiment d'aller voir en profondeur ce qui se passe et du coup de prendre le temps de le faire. Et donc, pour faire adhérer les équipes à une nouvelle direction, on en parlera tout à l'heure, mais une des clés, c'est vraiment d'avoir un projet global qui permette de fédérer toutes les parties prenantes de l'entreprise, voire même les parties extérieures. Alors, pour continuer, eh bien, je trouve qu'observer la nature, c'est aussi riche d'enseignements. Alors là, on a mis l'exemple, par exemple, d'une forêt ou d'une ruche. Bon, on sait aujourd'hui que les arbres dans une forêt, en fait, ils sont tous connectés par leur système de racines et en fait, ils se communiquent des informations. Quand on prend l'exemple de la ruche, c'est pareil. Les abeilles, elles travaillent ensemble, elles ont un projet collectif qui est de faire du miel et de pouvoir donc récolter du pollen. Et on sait aujourd'hui qu'en moyenne, une abeille va occuper 7 rôles différents dans la ruche. Et ces rôles vont être déterminés par l'objectif commun qu'ont les abeilles. Donc, on voit que les enseignements de la nature nous montrent vraiment l'importance de faire ensemble, de communiquer, d'être connectés et d'avoir un projet collectif. Alors, justement, en général, une organisation, eh bien, elle va se faire appel à quelqu'un pour l'aider dans ses changements, dans ses transformations, quand il y a des enjeux clés et des choses vraiment à faire bouger. Alors, le petit schéma que je vous ai mis est inspiré par Otto Scharmer, qui est un des professeurs du MIT, qui a beaucoup réfléchi et développé des modèles d'accompagnement de transformation. Et lui, il nous dit qu'aujourd'hui, il y a 3 fractures. La fracture écologique, donc puisqu'on est coupé de la nature, les fractures sociales et sociétales, puisqu'on est dans une société quand même très individualiste et donc on peut être coupé des autres, et aussi la fracture spirituelle, où on est même des fois coupé de soi-même. Et tout ça, ça mène forcément à des problématiques qui vont se traduire dans le concret. Par exemple, oui, il y a des entreprises peut-être qui polluent, à des entreprises qui vont mettre en priorité uniquement leurs profits et qui vont oublier du coup les conséquences derrière. Ça peut provoquer aussi des problèmes de gouvernance. Voilà, donc lui, il part en fait de ce principe-là que c'est aussi parce que notre monde, quelque part, est déconnecté de la nature, des autres et de soi-même. Alors, dans le monde du travail, souvent, il va y avoir des enjeux clés. Par exemple, aujourd'hui, on sait que tout le monde doit se mettre en route pour la transition écologique et que les entreprises ou les organisations sont des acteurs majeurs, d'où la démarche RSE. Un enjeu clé, ça peut être aussi la rentabilité ou la croissance, problème de rentabilité, baisse de croissance. Bon, là, évidemment, l'entreprise, elle est percutée dans ses bases, donc elle va se poser des questions.
Ensuite, il peut y avoir la digitalisation. J'entends beaucoup d'entreprises qui n'ont plus le choix, effectivement, aujourd'hui, qui veulent se lancer dans ces projets et donc vont rentrer par cette porte-là. Il va y avoir l'apport du leadership ou du management, hein, quand il y a par exemple des problèmes de mal-être au travail, de burn-out et des problèmes d'attractivité du personnel ou de marque employeur. Bon, souvent, c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose à revoir au niveau du management. On peut aussi rentrer par la porte de la gouvernance, de trouver d'autres modèles pour prendre des décisions de façon à impliquer plus de monde. Et puis, il peut y avoir aussi la place de l'actionnariat. Est-ce que les actionnaires sont totalement déconnectés de la vie de l'entreprise, de ce qui se passe, du bien-être des salariés, des produits qui sont vendus ou pas? Donc ça, je dirais que ça dépend évidemment de chaque entreprise, mais en général, il va toujours y avoir une porte d'entrée clé. Alors, il y a des gens qui me disent, dans mon entreprise, les enjeux sont l'écologie et la transition numérique. Effectivement, ce sont des gros sujets et donc il peut être difficile, effectivement, de mener de front plusieurs transformations. Faut-il y aller par étapes, par gros projets prioritaires? Alors, effectivement, ça, je vais répondre à cette question. D'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on peut y aller projet par projet. Ça, ce sera plutôt un changement de type 1. Ça veut dire que vous aurez certainement des résultats rapides, mais dans la durée, ce sera limité et l'impact sera moindre. Si vous choisissez de prendre l'ensemble de ces projets-là et d'avoir une réflexion systémique sur l'impact des uns avec les autres, ça ira peut-être plus lentement, peut-être que vous aurez des résultats moins rapides, mais dans la durée, les résultats seront plus profonds et plus durables. Ça, c'est clair, c'est vraiment les exemples que j'ai pu avoir de mon expérience. Alors, voilà, je cite juste deux citations que je trouve intéressantes. Einstein qui nous disait « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré ». Voilà, on en est vraiment là dans les transformations, c'est-à-dire que ça va nous demander de remettre en question nos modèles de pensée et nos façons d'envisager le fonctionnement d'une entreprise, son rôle dans la société et ensuite les comportements et les modes de travail. Max Planck, donc lui qui est un grand ponte dans le domaine de la physique quantique, lui nous dit qu'en faisant ses recherches sur l'atome, il s'est rendu compte que la matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules qui se nomme énergie. Alors, dans les changements, on peut aussi, moi je milite aussi pour ça, prendre en compte tout ce qui vient du domaine de l'énergie. Alors, j'en parlerai tout à l'heure plus particulièrement, notamment l'énergie, c'est comment on va influer les uns sur les autres et quelquefois c'est de façon très subtile, mais ça peut avoir des impacts au final très importants. Voilà, alors je regarde s'il y a des questions. Voilà, apparemment, non, je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, on fera à la fin un petit temps de questions s'il y en a d'autres. Alors maintenant, je vais vous donner quelques clés voilà, de mon expérience de coach et d'experte en conduite du changement. Alors la première clé déjà, c'est que la transformation et l'alignement du dirigeant sont essentiels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le dirigeant, alors ça peut être l'équipe fondatrice ou ça peut être un groupe de personnes évidemment, hein, mais celui qui est à l'origine en fait quand même de ce qui fonctionne dans l'entreprise, eh bien, c'est très important que lui soit au clair aussi, notamment sur son système de valeurs. Donc, ça demande vraiment une réflexion sur quelles sont les valeurs sur lesquelles il se base. Les valeurs, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions dans notre vie, c'est un petit peu notre colonne vertébrale, c'est notre identité. Ces valeurs, on ne peut pas les changer comme ça du jour au lendemain. Souvent, c'est des événements extérieurs qui vont nous pousser à revoir notre système de valeurs et ça demande d'aller vraiment revisiter ce système de valeurs. Quand je parle de transformation du dirigeant, ça peut être aussi d'aller se poser des questions sur les peurs. Est-ce qu'il y a des peurs à dépasser pour pouvoir faire évoluer son entreprise? Ça peut être aussi de se poser la question sur la mission de vie du dirigeant. Souvent, les dirigeants incarnent quelque chose et donc, il y a besoin d'aller se poser des questions sur quel est mon rôle dans cette organisation, qu'est-ce que je peux apporter et à quoi ça correspond pour moi. Et je dirais qu'en plus, c'est aussi important de prendre en compte le niveau de maturité de l'organisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, son niveau de maturité? On n'est pas dans un même style d'organisation si c'est une organisation qui est dans un mode survie, c'est-à-dire qui doit en priorité préserver ses marges, que si c'est une organisation qui a déjà une certaine réussite et qui donc peut se poser des questions, je dirais, un peu plus éthiques, un peu plus centrées en fait sur le bien commun, quoi. Donc ça, c'est important aussi à voir. Ensuite, deuxième clé, c'est du comment au pourquoi. Alors, le comment, je dirais, c'est par exemple, typiquement, on décide de
faire une stratégie RSE, de faire des actions autour de la marque employeur. Là, on est dans le comment. Le pourquoi va s'intéresser aux finalités, donc au sens. Et là aussi, c'est une partie qui souvent est laissée de côté. Et c'est bien dommage. Alors, c'est vrai que c'est une partie qui prend du temps, qui demande de la réflexion, de la recherche, qui demande aussi de faire adhérer souvent le CODIR, le conseil d'administration, voire les actionnaires. Mais cette partie-là est vraiment essentielle. Les finalités, c'est ce qui va permettre de guider l'entreprise. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aussi motiver et faire avancer en fait les collaborateurs. Alors, on peut parler d'un travail autour de la vision, de la mission, des valeurs et de la stratégie. On parle beaucoup aujourd'hui de raison d'être et d'entreprise à mission. Donc ça, c'est issu de la loi Pacte. Et en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que les entreprises peuvent répondre à de véritables besoins sociaux, environnementaux, et que du coup, ça constitue des acteurs majeurs de la société, et que seule la création de valeurs partagées est gage de performance durable. Donc les entreprises qui sont vraiment dans cette logique-là vont chercher à retravailler leur raison d'être, qui est souvent liée à leur ADN, à leur histoire, mais qui est aussi en lien avec le futur, comment elles veulent contribuer au futur et quelle place elles veulent prendre dans la société. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises à mission. Alors, il y en a de plus en plus. Il y a par exemple la Camif, la Maïf, vous avez Danone aussi, vous avez Patagonia. L'exemple de la Maïf, par exemple, où le PDG nous dit que eux, ils ont comme valeur, par exemple, l'attention sincère à l'autre. Donc, c'est déjà entre eux, entre les salariés, les membres de l'organisation, mais aussi vis-à-vis des clients. Et donc, ça les amène à prendre des décisions, quelquefois, qui font passer en priorité peut-être le bien-être de l'autre avant d'autres enjeux. Alors, évidemment, ça, ce serait un sujet à creuser encore plus, puisque c'est vraiment dans ces entreprises-là qu'on va aller parler de comment on peut contribuer au bien commun. Alors, il faut savoir que c'est des entreprises qui arrivent à fédérer leur personnel, qui arrivent aussi à recruter plus de monde, à conserver les talents, parce que c'est forcément quelque chose qui va intéresser en fait les salariés. Ensuite, je dirais que dans une transformation réussie, ça demande aussi aux dirigeants et à l'équipe dirigeante de prendre des décisions impactantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire des fois, il va falloir prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, qui vont remettre en question un certain nombre de choses. Ça peut être peut-être, oui, voire même se séparer de certaines personnes qui n'adhèrent plus au système de valeurs. Ça peut être de changer de façon drastique des modes de fonctionnement ou des parties de l'organisation. Donc, ça demande beaucoup de courage aussi. Il faut savoir que ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Ensuite, dans les transformations que j'ai vues qui réussissaient, eh bien, il y a tout un processus d'adhésion. Voilà, on parle d'adhésion, de fédérer le personnel par des méthodes d'intelligence collective et de co-création. Voilà, ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'actions en termes de communication interne, mais vraiment, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. On n'est plus dans le top-down, mais on est vraiment dans quelque chose de circulaire. Et je dirais qu'enfin, ça demande aussi d'accepter un rythme lent. Des fois, il faut accepter qu'il y aura forcément des résistances, que tout le monde ne va pas adhérer. Et ça ne vaut pas toujours la peine de passer en force, mais peut-être d'être à l'écoute des salariés et de peu à peu les prendre par la main pour qu'ils s'impliquent dans le projet. Et en général, quand ils commencent à voir qu'il y a certaines choses qui prennent, qu'il y a la mayonnaise prend, comme on dit, ils vont finir par s'impliquer. Alors, je vois qu'il y a une question. Quand on a peur de prendre certaines décisions, comment est-il possible de lever ce frein? Alors là, je dirais que ça se travaille vraiment dans un coaching individuel où on peut vraiment aller explorer quelles sont vos peurs. Souvent, ces peurs, elles peuvent être dues à des situations du passé où peut-être le dirigeant a été en échec ou peut-être il a dû gérer une situation difficile. Et donc, ça a créé une peur de se reconfronter au même problème. Et donc là, il y a un travail à faire, je dirais, de guérison et de transformation de ces peurs pour voir comment est-ce que malgré tout, cette personne-là peut prendre ses décisions sans être envahie par ses peurs, quoi. Alors, je vois qu'il y a une autre question et je vous remercie sur tout va plus vite, les clients sont de plus en plus exigeants sur la réactivité, comment changer de rythme? Alors oui, très bonne question. Alors, quand je dis accepter un rythme lent, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ralentir. Ça veut simplement dire accepter qu'il y aura des périodes d'action avec peut-être un rythme soutenu et des périodes avec un petit peu plus de rythme lent. Pourquoi? Parce que le rythme lent permet de prendre du recul, d'aller en profondeur et de remettre en question des modèles. Et là, on en a vraiment besoin. On ne peut pas aller
on ne peut pas faire ça de façon rapide, si vous voulez, parce que sinon, on va utiliser la partie de notre cerveau. Les neurosciences le disent aujourd'hui, hein, et dans la pleine conscience aussi, on parle de pilote automatique. Et là, on ne crée rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveauté, quoi. Otto Scharmer, lui, il nous dit, en fait, dans ses recherches, hein, que ce qui est vraiment important, c'est que le leader, il doit aller prendre ses décisions dans un espace à l'intérieur de lui qui est serein et qui est calme. Parce que c'est là où il trouvera les bonnes décisions. Ce n'est pas dans l'urgence et dans le stress, quoi, ça. Voilà, donc encore une fois, ça ne veut pas dire de faire tout lentement, mais de pouvoir varier les rythmes et d'accepter qu'il y aura des moments où il faudra aller vite et des moments où ça ira plus lentement, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, dans le petit schéma que je vous ai mis là aussi, voilà, c'est aussi un changement de mentalité, hein, passer d'une logique de profit à une logique de finalité. Et c'est parce qu'on va vers la finalité qu'on aura du profit derrière, hein. C'est vraiment dans l'idée que si on remet en question notre mode de fonctionnement et qu'on est plus en phase avec des finalités qui nous semblent justes, les profits viendront par derrière. On va plutôt essayer de travailler en réseau, on va expérimenter et on va essayer d'être dans la transparence. Voilà. Alors, je continue en vous donnant quelques exemples d'organisations que j'ai pu moi-même accompagner. Alors, je vais d'abord vous parler de la Fondation Zone Neuve, donc, qui est une fondation qui s'occupe de personnes handicapées, qui est basée à Bischwiller et qui a plus de 1000 salariés en fait en Alsace. Donc, j'ai accompagné cette organisation de 2016 à 2018. Et en fait, l'enjeu de cette organisation, au départ, déjà, ils avaient un enjeu, on va dire, légal, c'est-à-dire que la loi nous dit maintenant que toute personne handicapée doit pouvoir prendre sa place dans la société et être autonome. Donc ça veut dire qu'il y a comment dire, une obligation d'accompagner beaucoup plus les personnes vers l'autonomie. Ensuite, il y avait aussi des enjeux financiers, puisque l'État propose moins de subventions, que ce soit aux organisations dans le domaine du handicap ou aux familles. Et donc, il faut pouvoir être autonome aussi sur la partie budgétaire. Et puis enfin, il y avait aussi besoin de se moderniser. C'était une fondation qui était un peu vieillissante. Alors, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle directrice générale et elle devait prendre sa place en tant que nouveau leader. Donc, il a fallu travailler vraiment sur sa vision, sur comment elle envisageait l'évolution de cette fondation. Et il y a eu tout un travail qui a été fait sur le fait de fédérer le CODIR et le conseil d'administration autour d'une vision, d'une mission et d'une stratégie partagée. Donc ça a été vraiment un facteur clé de succès et ça a pris pas mal de temps. Je dirais qu'ensuite, il a fallu gagner la confiance des salariés, puisque c'était une personne qui arrivait de l'extérieur, et donc elle a dû peu à peu se faire accepter, tout en expliquant qu'il fallait changer les choses, quoi. Donc notamment, il a fallu, quand je vous disais, prendre des décisions impactantes, il a fallu avoir ce qu'on appelle aussi des quick hits, c'est-à-dire des changements rapides, hein. Donc c'est là qu'on voit changement de type 1, changement de type 2, c'est lié, quoi, hein. Avoir des changements de type 1 rapides pour que les salariés voient que quelque chose était en route, quoi, ça. Et ensuite, je dirais que ce qui a vraiment contribué à la réussite du projet, ça a été de fédérer les 1000 salariés. Donc, il y a eu une convention qui a été organisée auprès des 1000 salariés pour vraiment leur permettre d'adhérer à cette vision. Et ce qui est original là, c'est qu'en général, dans les conventions, on va inviter que les cadres. Là, toute l'entreprise a été associée. Et vraiment, chacun a pu voir quelle était sa place. Vous voyez, dans les images que je vous ai mises sur le côté, il y a eu beaucoup de travail de communication interne avec des brochures, avec des réunions. On a créé des jeux pédagogiques pour que l'ensemble des salariés du management comprennent leur place et leur rôle. Et ça a vraiment été très, très impactant, quoi, ça. Et je dirais que ce qui a fait que ça a fonctionné aussi, c'était vraiment dans une logique de coopération, c'est-à-dire gagnant-gagnant, personne n'était perdant dans cette histoire. Alors, les enseignements de ce projet, c'est vraiment l'impact de la communication interne qui a eu vraiment un effet majeur pour faire circuler l'information, pour responsabiliser les personnes et aussi pour donner des outils aux managers pour pouvoir communiquer avec leurs équipes. Le deuxième enseignement, ça a été de fédérer, je vous ai dit, le conseil d'administration et le CODIR, et enfin de redonner de la fierté aux salariés. Dans le domaine du handicap, c'est un domaine avec une grosse population féminine qui n'ont pas des salaires très élevés, et donc c'était important de leur redonner de la fierté. Et une des phrases clés de la vision, c'était « le handicap n'est pas une charge pour la société, c'est une richesse ». Et du coup, ils ont pu démontrer en quoi le handicap pouvait être une richesse humaine, quoi. Voilà. Alors oui, on me dit la communication interne est clé, elle est souvent inexistante. Alors effectivement, des fois on me dit que ça coûte cher. Oui, mais je veux dire, il y a... Désolée, j'ai envie de dire, oui, des fois il faut mettre de l'argent pour obtenir des résultats, mais je peux vous dire que le coût de l'inaction est beaucoup plus cher et faire plutôt des petites actions, style changement de type 1 à la queue leu, sans faire ce travail de fond, ne donnera absolument pas les mêmes résultats, quoi, en somme. Alors je vois qu'il y a une autre question aussi, comment gérer les visions différentes au sein du CODIR?
c'est souvent compliqué d'avancer ensemble. Alors, ça justement, c'est ce que moi je propose, ce sont des ateliers en intelligence collective pour travailler sur une vision partagée, sur la raison d'être. Et effectivement, ça permet à chacun de se positionner, de s'exprimer. On essaye de faire sortir des non-dits aussi et vraiment de faire en sorte que ce soit l'ensemble du CODIR qui crée en fait cette vision partagée. Et je peux vous dire que ça, d'expérience, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler d'une deuxième entreprise que j'ai accompagnée dans un autre domaine, qui est la société Novalix, qui est basée à Ilkirch au parc d'innovation. Donc, eux, ils sont spécialisés dans les biotechnologies et leur modèle de réussite, c'est l'insourcing, c'est-à-dire que les chercheurs, en fait, vont aller travailler sur des projets de recherche, souvent dans la durée, hein, sur des longues périodes, au-delà de 5 à 6 ans. En fait, ils sont chez les clients, donc dans des entreprises pharmaceutiques, et ils viennent en fait apporter leurs compétences. Et donc, quand j'ai rencontré cette entreprise, eh bien, ils étaient dans une période un peu difficile, justement, ils avaient une difficulté de performance. Ils voulaient garder leur autonomie financière, puisque ce sont 3 fondateurs qui ont créé l'entreprise, donc ils ne dépendent pas d'autres actionnaires. Et ils avaient besoin de recréer de la cohésion dans l'entreprise et de recréer les conditions de la confiance suite à un plan social qui avait un petit peu généré des craintes en fait, parmi les salariés. Donc, l'accompagnement au changement, donc là aussi, on se situe dans un changement de type 2, hein, a consisté à faire un coaching du fondateur et du CODIR pour justement leur permettre à la fois d'avoir un mode de travail plus performant et de co-construire cette vision, cette mission et cette stratégie au niveau du CODIR et du coup de retrouver une certaine unité. Ensuite, on a déployé la vision auprès du management. Donc, il y a eu plusieurs séminaires qui ont été proposés, dont vous voyez des photos ici, avec beaucoup de travail en intelligence collective sur justement cette vision, cette stratégie et sur quel rôle pouvaient jouer les managers. Et ensuite, je dirais que la mayonnaise a très bien pris. La troisième étape, ça a été un accompagnement au changement culturel, puisque Novalix a pu intégrer des structures externes. Elle a racheté des entités de Janssen et de Sanofi. Et donc là, la nécessité, c'était vraiment d'accompagner l'intégration de ces structures externes pour qu'elles puissent adhérer justement à ces projets. Alors là aussi, je dirais que donc ça, c'est un projet qui nous a occupé pendant à peu près 4 ans quand même. Vous voyez que ça prend effectivement du temps. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en réussite, je veux dire, qui a une croissance forte, qui embauche des personnes, voilà, qui est de plus en plus visible sur son marché. Et les enseignements clés, c'est d'abord le leadership du dirigeant. Bon, c'est quelqu'un qui avait déjà un leadership naturel, mais voilà, on a pu travailler sur certains angles morts de son leadership. De nouveau, la communication en interne et la structuration et la montée en puissance du CODIR, voilà, qui ont vraiment fait en sorte que c'est devenu une équipe soudée, qui est très, très proche en fait, de ces équipes. Voilà, en quelques mots, les expériences que je voulais partager avec vous. Alors, pour terminer, en termes d'approche d'accompagnement au changement, je dirais qu'il y a les approches classiques qui sont tout à fait valables, hein, où on va faire un diagnostic, après il y a toute la partie accompagnement et on va mettre en place des outils de pilotage pour piloter le changement. Mais on voit aujourd'hui apparaître des approches plus innovantes. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui vont plutôt justement travailler sur les finalités de l'entreprise, qui vont vraiment donner des outils aux équipes pour travailler en co-création. Alors, ce qu'on appelle co-création, on peut aussi appeler ça de l'innovation, mais c'est vraiment un travail collectif. Et c'est là vraiment qu'on voit des choses, des idées très belles qui peuvent jaillir et que peut-être on n'aurait pas eu si on avait été en petit comité, quoi. Et puis, on parle aussi de dialogue transformationnel. Pourquoi? C'est-à-dire de passer du temps à dialoguer, à coopérer, à s'écouter, à comprendre le point de vue de l'autre, à s'enrichir des points de vue des uns et des autres. Donc là, on n'est plus dans l'ego qui cherche à avoir raison, mais plutôt d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et une écoute fine, hein, c'est pas seulement écouter voilà, et puis se dire je garde mon idée, vraiment écouter pour créer quelque chose de nouveau. Alors, je vois que oui, il y a quelqu'un qui a précisé que oui, Novalix a été primé, tout à fait. Novalix a été primé, donc c'était leur souhait, hein, c'était vraiment de devenir une entreprise leader sur leur marché. Et effectivement, tout ce travail qu'eux, ils ont accompli, moi j'étais leur coach et on était une équipe d'ailleurs de 4 ou 5 personnes à les accompagner, voilà, à porter effectivement tous ces fruits, quoi. Alors, dans ces approches plus innovantes, hein, qu'est-ce qu'on voit beaucoup? C'est agir ensemble par la collaboration et le dialogue.
Donc, c'est pour ça que je dis que ça prend plus de temps, mais dans la durée, c'est beaucoup plus pérenne, quoi, ça. Aussi, par la responsabilisation, on va vraiment confier à chacun un rôle et on va lui faire comprendre quel est son rôle dans le changement. Et ça, c'est aussi très valorisant et très motivant. C'est un signe de reconnaissance. On va inclure les parties prenantes en interne, mais aussi en externe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est apparu depuis quelques années maintenant. On va travailler avec les fournisseurs, avec les clients, avec les collectivités territoriales, avec des associations locales. Voilà. Pourquoi? Encore une fois, parce que je dirais chacun a une partie de la réponse. Et c'est beaucoup plus riche, en fait. Dans ces méthodes d'accompagnement, on est beaucoup plus dans la présence à soi et aux autres. C'est des méthodes de communication où on va aller plus à l'écoute de nos émotions, de nos sensations physiques, et donc on est obligé d'être beaucoup plus présent. Donc moi, je suis formée à toutes ces méthodes et je propose vraiment des ateliers où on va aller beaucoup dans la subtilité et dans l'écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est de là que va venir le nouveau. Le nouveau, il n'est pas forcément donné par notre mental. Notre mental a tendance à télécharger des idées du passé et peut-être un petit peu à les améliorer, quoi. Là, on va vraiment chercher à aller créer des choses nouvelles. Et c'est là aussi où les méthodes de créativité, aussi les méthodes inspirées de l'art, des méthodes artistiques, peuvent vraiment permettre d'aller créer des nouvelles choses, quoi, ça. Et donc, c'est pour ça que dans ces méthodes-là, ça demande d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Si on travaille, on n'est plus autant dans le contrôle, il y a du pilotage, il y a de l'accompagnement, il y a des indicateurs, évidemment, mais il y a beaucoup plus de lâcher-prise parce que le nouveau va apparaître justement par ce lâcher-prise, quoi. Alors, on procède justement par expérimentation, itération. Tout n'est pas écrit à l'avance, il y a une feuille de route, mais on se laisse surprendre par ce qui arrive et on s'ouvre un petit peu plus justement à des choses nouvelles, à des inspirations nouvelles, quoi. Ça demande du coup de développer une culture collaborative et apprenante et forcément de faire évoluer la posture des managers qui vont être plus dans des postures de facilitateurs, qui vont être plus aussi dans des postures où ils vont créer une relation de confiance et ils vont responsabiliser, on parle d'empowerment, en fait, leurs collaborateurs. Et donc, souvent, on voit aussi les CODIR mettre en place des gouvernances partagées, puisque c'est tout à fait dans cette logique-là. Voilà. Alors, pour terminer, puis après je répondrai encore aux éventuelles questions, eh bien, dans ce que moi je vous propose, en fait, il peut y avoir plusieurs briques. Et alors, ce que je veux dire, c'est que souvent, les projets de transformation, c'est aussi co-créé avec l'entreprise, avec le dirigeant qui va me solliciter, parce que, évidemment, je vais m'adapter en fait à la situation de l'entreprise, quoi. Mais en gros, on peut dire qu'il peut y avoir deux briques. Il y a un accompagnement, je dirais, de la transformation culturelle, où on va justement travailler en coaching avec le dirigeant et le CODIR, voir le conseil d'administration, voir les actionnaires aussi quelquefois. On va aller explorer justement cette vision, cette raison d'être pour que l'entreprise puisse se projeter dans le futur et avoir un projet qui soit motivant et qui soit vraiment leur guide dans la durée. Et puis, il va y avoir derrière des événements, des ateliers en intelligence collective, des formations. Voilà. Après, on peut imaginer tout type de choses pour impliquer et engager en fait les salariés. Une deuxième brique, ça peut être l'accompagnement de la transformation managériale. Comme je vous ai dit, ça va demander en fait aux managers de changer de posture, forcément. Donc, on peut proposer des formations au leadership inspirant, vraiment, où on va aller travailler sur cette transformation intérieure, mais aussi des ateliers de prise de conscience, par exemple la fresque du climat, qui permet aussi de prendre conscience du coût de l'inaction aujourd'hui, et des ateliers switch pour les managers. Alors, switch, c'est vraiment switcher dans son mode de fonctionnement. Compétition, coopération, aller plus vers la créativité, créativité individuelle, créativité collective, fonctionner par le dialogue, fonctionner en co-création. Voilà, tout ça, on peut le faire dans des petits ateliers pour que petit à petit, les managers changent leur mode de fonctionnement. Mais évidemment, l'exemple viendra d'en haut. Ça. On peut imaginer aussi des ateliers ou des formations sur le bien-être et l'intelligence collective et aussi sur la mise en place d'une gouvernance partagée. Donc voilà, donc ça, c'est quelques exemples que je peux vous donner. Après, évidemment, c'est des choses qui seront co-créées en fait avec l'entreprise dans la durée. Alors, je dirais que pour terminer, l'intérêt de faire appel à une personne extérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir mettre en place des changements plus profonds parce que vous faites partie du système et quand vous êtes dans le système, il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, vous pouvez mettre en place des petits changements, mais vous ne pourrez jamais mettre en place des changements profonds tout seul. Il y a besoin d'avoir une personne extérieure à qui vous allez confier, déléguer une partie de cet accompagnement.
Après, évidemment, vous aussi, vous allez pouvoir être acteur, faire des choses, mais ce travail en binôme est vraiment indispensable. Je dirais aussi que le rôle du consultant ou du coach, c'est vraiment d'être un soutien inconditionnel au leader. C'est souvent une personne, on est souvent considéré comme la personne de confiance à qui on va aller se confier. On n'a pas ce rôle d'autorité, donc quelquefois on récolte aussi beaucoup d'informations. On a vraiment un rôle de partenaire et quelqu'un qui va, je dirais, comment dire, être garant du processus et qui va pouvoir mettre des cadres protecteurs pour que les changements puissent se passer plutôt en douceur, quoi. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Alors, je vais répondre au reste des questions, mais déjà, si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez envie de me parler de la situation de votre organisation, ben, je vous invite à me contacter. Je vous ai mis ici en lien, un lien vers mon calendrier, vers mon agenda sur lequel vous pourrez prendre rendez-vous. Sinon, vous pouvez aussi me contacter évidemment sur LinkedIn, quoi. Voilà, alors je vais regarder maintenant les éventuelles questions. Alors, ok, alors je vois qu'il y a une question sur la formation des équipes. Alors, en fait, quand il y a des formations, évidemment, moi, je n'interviens pas toute seule, hein. À ce moment-là, on crée une équipe avec des personnes dédiées. Moi, je ne fais pas tout non plus, hein. Moi, je vous dis, je peux être garant du processus, je peux, comment dire, vous donner une feuille de route, vous accompagner. Après, je fais en général appel à d'autres experts, des coachs, des consultants, des formateurs, qui vont pouvoir intervenir sur ces projets, quoi. La durée d'une transformation réussie, plusieurs années. Je dirais, en fonction de la situation de votre organisation, 2, 4, 5 ans. Voilà, il faut accepter que ça prenne du temps, quoi, ça. Je peux y aller step by step. Est-ce aussi possible de changer progressivement? Oui, tout à fait. On peut, c'est ce que je vous ai dit, mettre en place peut-être d'abord des changements de type 1 et puis à un moment donné, vouloir aller plus profondément, quoi, ça. La ressource temps et énergie est celle qui m'inquiète le plus. Comment se libérer du temps pour bien mener une transformation? Justement, c'est de vous appuyer sur des personnes dont c'est le métier. Je dirais que ça, c'est une clé. En fait, au départ, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui soient vraiment engagées dans ce projet, qui aient envie de faire bouger les choses. Et ensuite, de s'appuyer sur des personnes clés, alors à l'extérieur de l'organisation, mais aussi à l'intérieur. On verra que dans les stratégies de changement, souvent, il faut trouver dans l'organisation des personnes clés qui peuvent du coup répandre les informations, qui sont des personnes positives, qui vont pouvoir engager l'entreprise dans la durée, quoi, ça. Donc, ne pas hésiter en fait à vous entourer de personnes. Et encore une fois, ce que je dis toujours, c'est faites le calcul, le coût de l'inaction ou le coût simplement de faire des choses un peu, là j'ai envie de dire, un peu du bricolage, quoi, excusez-moi l'expression. Et qu'est-ce que ça va générer à terme? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un vrai investissement et vous donner les moyens de réussir? Vous récolterez forcément les fruits de votre investissement, quoi. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je vérifie, je crois qu'il y a encore des questions. Quels sont les prérequis pour une entreprise qui s'engage dans un tel processus? Déjà, je dirais une volonté indéfectible du leader de vouloir faire changer les choses. Qui soit quand même un minimum soutenu par son conseil d'administration ou par les actionnaires. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un soutien total de tout le monde, mais voilà, c'est mieux quand il y a quand même peut-être 2 ou 3 personnes qui sont prêts à s'engager dans ce changement, quoi. Donc, accepter que ça prenne du temps et encore une fois, se donner les moyens, parce que souvent, en fait, cette question-là, c'est souvent un enjeu de est-ce que l'entreprise va être pérenne, hein? C'est souvent ça, en fait, hein, voilà, j'assistais la semaine dernière à une conférence du PDG de Petit Bateau qui disait qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas le choix de changer leur business model. Il faut qu'ils fassent de l'économie circulaire parce que les gens ne veulent plus autant acheter de l'habillement, donc ils sont obligés de se tourner vers d'autres façons de faire, comme par exemple de la location de vêtements pour bébés ou de l'économie circulaire, c'est-à-dire de la transformation de vêtements existants.